L'intégration africaine séjourne à Conakry. Les précisions sur cette mission dès le début de ce journal. Lancement de la campagne de vulgarisation des textes sur la liberté de religion et de conviction par le réseau Islam Population et Développement RIPOD. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet JISRA, initiative conjointe pour l'action religieuse stratégique. Le reportage de Inaba à suivre. Merci de vous informer sur OATM1. Bonjour et bienvenue. Le Mali et la Guinée partagent la même vision, celle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens le long des frontières. Une délégation interministérielle conduite par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine séjourne à Conakry. Moussa Aga Ataer a eu une séance de travail hier avec les autorités guinéennes conduite par le ministre en charge de la sécurité. Les précisions avec nos envoyés spéciaux à Conakry, Batraoré et Sidi Modibo Damli. Le Mali et la Guinée ont en commun la même histoire, les mêmes peuples et une frontière commune. Ces liens exigent des deux pays une concertation permanente en vue de maintenir ce climat de coopération. Et pour ce faire, l'aspect sécuritaire est un élément déterminant, ce qui justifie aisément ce déplacement en Guinée du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Cette importante visite s'inscrit dans la logique de réaffirmer notre engagement et notre volonté ferme de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale. C'est dans le souci de renforcer cet élan de solidarité, de fraternité et de bon voisinage que les plus hautes autorités du Mali ont levé cette mission interministérielle pour venir échanger avec nos frères guinéens sur la problématique de la libre circulation des personnes et des biens. Pour le ministre guinéen de la Sécurité et de la Protection civile, la frontière doit servir d'espace de coopération et non de barrière. La libre circulation des personnes et des biens entre nos deux nations est un impératif stratégique pour renforcer notre union et notre capacité d'action commune, un levier économique en stimulant le commerce, l'investissement et la création d'opportunités pour nos populations respectives, un atout sécuritaire grâce à la coopération étroite entre nos forces de défense et de sécurité. Les ministres sont accompagnés des responsables de la sécurité, de la gendarmerie nationale et des douanes pour ces travaux. Des travaux qui devront aboutir à des conclusions qui seront portées à l'attention des plus hautes autorités des deux pays. Lancement de la campagne de vulgarisation des textes sur la liberté de religion et de conviction. La cérémonie s'est tenue au mémorial Modibo Keïta. La rencontre est initiée par le réseau Islam Population et Développement RIPOD. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet JISRA, initiative conjointe pour l'action religieuse stratégique et financée par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Le projet a pour objectif de renforcer la capacité des leaders religieux et communautaires dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Le reportage de Inaba. La rencontre a pour but de lancer la campagne de vulgarisation des textes sur la liberté de religion et de conviction. Cette activité est cruciale dans la lutte contre l'extrémisme violent et promouvoir la cohabitation pacifique. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet JISRA, Jeune Initiative for Strategic Religious Action. Il s'agit des textes qui promeuvent la liberté de religion et la cohabitation pacifique. Ces textes seront traduits dans les langues locales et diffusés à travers les médias locaux. Alors que le projet JISRA touche à sa fin, nous pouvons être fiers des acquis obtenus au sein du consortium. Entre autres, les forats nationaux des femmes et jeunes des foi, les voyages d'apprentissage interreligieux en Guinée et au Burkina Faso, les forums sur la laïcité, le renforcement des capacités des leaders religieux musulmans et chrétiens sur comment collaborer avec les autres religions. Le projet JISRA est une intervention quinquennale qui cible les régions de Mopti, Ségou, Gao, Tombouctou et le district de Bamako. Il vise à soutenir les efforts des autorités du Mali et des communautés dans la promotion
de la liberté de religion. Les résultats sur le terrain doivent être capitalisés et servir au-delà de la durée du projet. Cela signifie l'implication et l'appropriation du projet par les communautés à la base. Pour rappel, ce projet renforcera la capacité des leaders religieux et communautaires, hommes, femmes, jeunes, à lutter contre le conflit communautaire, la radicalisation et l'extrémisme violent, afin d'instaurer la paix et la réconciliation dans notre pays. À Gao, c'est sous le thème « Construire des communes résilientes par la décentralisation inclusive et le développement équitable » que la journée de la décentralisation et du développement local a été célébrée. La cérémonie, organisée par la délégation spéciale du Conseil régional, a été marquée par la présentation de 2 thématiques en lien avec la décentralisation et la gouvernance locale. Le reportage de Rakiatou Touré et Alassane Amadou. Célébrée pour la 2e fois dans la cité des Askia, la journée africaine de la décentralisation et du développement local vise à mettre en lumière l'importance de la décentralisation et de la gouvernance locale. L'événement a été organisé par la délégation spéciale du Conseil régional de Gao. À l'instar de tous les États membres de l'Union africaine, le 10 août de chaque année, cette journée est célébrée au Mali. Je rappelle que la journée africaine de la décentralisation a été adoptée pour la première fois en janvier 2012. Nous sommes à la 13e édition. La célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local édition 2025 offre l'occasion aux acteurs intervenant dans le processus de faire non seulement le bilan des actions engagées en matière de décentralisation et du développement local, mais aussi constitue un moment de réflexion. Ce cadre de partage d'expériences a réuni les participants autour de 2 thématiques, à savoir l'état d'avancement du processus de décentralisation au Mali et l'autonomisation localisée pour exploiter la démographie des femmes et des jeunes en Afrique. On a vraiment eu connaissance de beaucoup de choses qui ont vraiment expliqué les avantages et les retombées de la décentralisation pour les populations. Il va falloir que les populations s'adonnent pour vraiment prendre en charge leur propre développement. Ça a été compris aujourd'hui. Cette 13e édition a été placée sous le thème central « Construire des communes résilientes par la décentralisation inclusive et le développement équitable ». À Ménaka s'est tenu un atelier de réflexion sur la problématique de gestion durable des ouvrages d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Ce cadre d'échange s'est clôturé par des recommandations pour des solutions durables en matière d'infrastructure WASH. Les précisions avec Chirfou Moulay Aydara et Ibrahim Ambini. Malgré les multiples efforts de l'État et ses partenaires à offrir aux populations un accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, des difficultés persistent. C'est pourquoi les acteurs en charge de la question et leurs partenaires initient cet atelier de réflexion sur la gestion durable des ouvrages WASH dans la région de Ménaka. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire le bilan lucide des interventions menées entre 2022 et 2025 pour identifier les difficultés rencontrées, mais surtout pour proposer des solutions concrètes, innovantes et durables. Car il ne s'agit pas seulement de réparer les infrastructures, mais de les construire et de construire la confiance, de renforcer les capacités locales et de garantir la pérennité des ouvrages mis en place. Depuis la crise sécuritaire de 2012, les infrastructures sociales de base ont été fortement affectées, toutes choses qui ont conduit les acteurs de WASH, après un dialogue approfondi, à une série de recommandations en vue d'y remédier. Près de 33% des systèmes d'adduction d'eau, 50% des puits modernes et 60% des pompes à motricité humaine n'étaient pas fonctionnelles. S'agissant de l'assainissement, le constat n'est pas reluisant. La prolifération des déchets, la pratique de la défection à l'air libre sont encore d'actualité dans nos rues, nos lieux publics. Ainsi, les partenaires à cet atelier composés des membres de la société civile, responsables des services techniques, partenaires au développement, ainsi que les autorités régionales se félicitent de la bonne tenue
des travaux. La journée internationale de la jeunesse a été célébrée à Badiangara, une occasion pour montrer la place de la jeunesse au corps du développement local. Les précisions avec Aguibou Damele et Mahamadou Sidibé. Devant un public composé de jeunes, de notabilités et des autorités administratives, le directeur de l'Académie d'enseignement de Badiangara a insisté sur le double sens de l'événement, honorer la jeunesse et saluer l'excellence. Feu le professeur Lamine Traoré, ancien ministre de l'Éducation, à l'origine de l'institutionnalisation de la journée du bon élève, disait ceci. Dans le contexte actuel de la mondialisation, le marché du travail n'a plus besoin des bons, mais des excellents. L'Académie d'enseignement de Badiangara mesure parfaitement la portée de cette citation et a pris le taureau par les cornes en prônant la rigueur dans la gestion de l'école. Les distinctions attribuées sont la preuve que les efforts fournis portent leurs fruits. Je suis vraiment honorée d'avoir ça, d'être ici aujourd'hui. Je remercie sincèrement la jeunesse de la région de Badiangara pour cette belle initiative. Le Conseil régional de la jeunesse a de son côté encouragé les jeunes à s'investir davantage dans le développement local et à préserver la paix et la cohésion sociale dans la région. Cette cérémonie est bien plus qu'une remise de distinction. C'est un acte de reconnaissance envers le travail, la discipline et la persévérance. Elle traduit notre conviction que l'excellence mérite d'être encouragée et célébrée. Les autorités régionales ont assuré que toutes les actions allant dans le sens du progrès de la région recevront l'appui des autorités. Cette cérémonie est un moment fort de reconnaissance, de valorisation et d'encouragement pour notre jeunesse, en particulier pour celles et ceux qui se sont distingués par leurs résultats scolaires. Elle est également l'expression de notre engagement collectif à accompagner les jeunes vers un avenir meilleur. En ce jour symbolique, Badiangara a rappelé que miser sur sa jeunesse, c'est investir dans l'avenir. Un avenir que chacun, à son niveau, est appelé à construire. Voilà le reportage de Aguibou Koulibaly depuis Badiangara. La campagne de reboisement bat son plein dans les différentes localités. À Menaka, elle a mobilisé l'ensemble des acteurs intervenant dans l'environnement et leurs partenaires. À Sitakili, dans le cercle de Kenyeba et région de Kaï, plus de 300 arbres ont été plantés sur les sites miniers abandonnés, une initiative du conseil communal de la jeunesse de la localité. Le point de ces opérations de reboisement avec Shirfou Moulay Aïdara depuis Menaka et Brahim Ndao de OATM Kaï. La campagne régionale de reboisement vise à sensibiliser les populations sur l'importance de planter des arbres et la nécessité de les protéger au profit de l'environnement tout en préconisant des solutions aux phénomènes naturels. À Meneka, les acteurs font de cette journée celle des échanges et surtout d'actions concrètes. Les thèmes retenus est reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification. Ce thème est d'une pertinence incontestable. Il nous rappelle l'urgence d'agir face à la dégradation continue de nos écosystèmes, à l'érosion de nos sols, à l'avancée du désert et aux effets déjà visibles des changements climatiques sur notre environnement, notre agriculture, notre économie et surtout sur notre avenir commun. Cette campagne est nécessaire pour une région comme Meneka qui perd des terres à cause des actions néfastes de l'homme sur l'environnement. Chaque année, nous perdons des hectares de terres fertiles victimes de la déforestation, de l'exploitation abusive des ressources naturelles et des aléas climatiques. Il est donc impératif d'engager des actions concrètes, durables et collectives pour inverser cette tendance. Cette cérémonie est mise à profit par les acteurs et partenaires
pour planter quelques plants pour joindre l'acte à la parole. Ce sont les anciens sites miniers artisanaux situés à l'ouest de Sitakili qui ont été choisis par le conseil communal de la jeunesse de Sitakili, l'association des jeunes pour la protection et la restauration de l'environnement de Sitakili, en partenariat avec la mairie pour planter plus de 300 arbres. Cette journée de reboisement a été mûrement réfléchie par le conseil communal et l'ensemble de tous les jeunes de la commune. Faire des reboisements, ça vaut des années comme ça, mais cette fois-ci, on a pu planifier après le reboisement qui est un suivi correct et régulier. Et pour cela, on a mis des jeunes à profit pour qu'ils puissent surveiller le coin pour les faits de brousse et les animaux. La zone de Sitakili, c'est une zone d'orpaillage. Tous nos terres sont dégradées. Donc, raison pour laquelle nous sommes assis pour faire quelque chose pour pallier les problèmes. C'est raison pour laquelle nous avons mis en place cette association. Cette année, nous envisageons de planter 2000 plantes sur l'ensemble des 6 sites qui se trouvent à Sitakili. Selon les autorités locales, l'initiative est salutaire et encourageante. Cette activité se fait dans le sens de restaurer l'environnement qui a été sérieusement dégradé par l'activité minière. Lorsque on décide de faire le repaillage, la première chose à laquelle on s'en prend, c'est les arbres. Il est de bon ton qu'après avoir fait l'exploitation, que l'on procède à la réhabilitation. Vivement la prochaine édition. C'est demain que commence l'édition 2025 de la Supercoupe générale Assimi Goïta. Les équipes participantes bénéficient de tout l'accompagnement de leurs autorités régionales. C'est le cas de l'équipe de Nioro qui participe pour la première fois à la compétition. Le gouverneur de la région a remis le drapeau au capitaine de l'équipe. C'est ce que nous dit ici Moussa Djakiti. Ils étaient tous là, autorités politiques administratives, responsables des forces de défense et de sécurité, responsables du district du football, supporters, amateurs du ballon rond et hommes des médias, à sortir massivement ce mardi 12 août 2025 pour soutenir, encourager et accompagner l'équipe régionale de football de la région en route pour sa première participation à la coupe du chef de l'État Assimi Goïta. Au nom des populations de la région, il a remis le drapeau du Mali au capitaine de l'équipe avant de demander aux ambassadeurs de Nioro à mouiller les maillots pour obtenir une place de choix dans cette compétition nationale qui se tiendra à Bamako du 15 août au 7 septembre. Nous sommes venus pour leur prodiguer des conseils, leur exprimer notre engagement à les accompagner, tout en leur demandant de rester dans le cadre sportif. Le drapeau du Mali, pour nous, c'est le symbole de l'unité, de la fraternité, de la souveraineté. Donc, en donnant ce drapeau, c'est pour leur dire, nous souhaitons qu'ils ramènent avec eux le drapeau accompagné de la coupe. Voilà l'équipe de Nioro gonflée à bloc. La cérémonie de lancement de la Supercoupe générale Assimi Goïta, c'est demain vendredi au stade Mamadou Konaté à partir de 14h. Un événement à suivre en direct sur les antennes de ORTM1. Le rendez-vous sport du jour, c'est tout à l'heure à 13h30 avec l'Afro-Basket masculin. L'équipe du Mali qui a raté sa première sortie contre l'Égypte affronte l'Ouganda. Bonne chance donc aux Aigles. C'est la fin de ce journal. À 20h, Awaditma Kamara sera là pour d'autres informations. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, avec le même plaisir.